Je passe la parole à Solène Brugère, qui il y a quelques mois, s'est vu commander. Vous parliez des rapports, Raphaël, tout à l'heure, qui sont remis au Conseil national de la Silver Economy. Donc, avec Solène, nous avons remis en novembre un rapport sur les aspects éthiques des technologies au grand âge. Et Solène va présenter une partie des éléments de ce rapport. Merci Fabrice. Écoutez, je suis ravie d'intervenir aujourd'hui. Alors, je fais juste un petit liminaire. J'ai apporté ma robe d'avocat parce qu'aujourd'hui, c'est pour montrer ma solidarité avec mes confrères et consoeurs qui sont en train de défiler actuellement depuis 14 heures à partir de la place de la Bastille pour contester la réforme des retraites qui, on a parlé d'éthique et de traduction dans la réalité des valeurs, présente une sorte d'incohérence entre les valeurs affichées et la concrétisation matérielle. En gros, en très résumé, on nous demande de cotiser beaucoup plus, jusqu'à 30% des revenus, pour avoir moins de prestations de retraite, ce qui ne permettra pas d'assurer un vieillissement dans de bonnes conditions de vie. Donc voilà pour la petite parenthèse, mais ça rejoint notre sujet du jour, et ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont concernées. Voilà. Donc je vois qu'il y a des personnes qui acquiescent. C'était mon mouvement de solidarité du jour. Alors ensuite, pour ces valeurs éthiques et la traduction dans la réalité, en fait, comme il a été dit tout à l'heure, le marché de la silver economy, ce n'est pas n'importe quel marché. C'est un marché d'acteurs très nombreux qui sont à la fois publics, associatifs, privés, à titre lucratif ou non, et qui vont accompagner ou qui vont produire des biens et des services au bénéfice de personnes qui sont, comme on dit, âgées. Et donc, l'usage veut que ce soit à partir de 60 ans, comme vous l'avez rappelé. Dès lors, ça implique certaines responsabilités particulières du fait même de la cible, de la clientèle ou de la population cible qui est visée et qui est extrêmement vaste, puisque effectivement à 60 ans on est ce qu'on appelle un senior robuste, à 98 ans avec des déficiences cognitives ou physiques, on peut être dans la catégorie des personnes dépendantes physiquement ou psychiquement qui font qu'on a besoin d'être accompagné par des personnes plus valides que nous. Et cela donc engendre une responsabilité donc renforcée pour l'ensemble des acteurs et pour éviter de déréguler le marché, effectivement, il y a un socle de valeurs qui a été, qui s'impose à notre sens avec Fabrice et qu'on a rappelé dans notre rapport, et pour fédérer une communauté qui soit respectueuse des personnes. Très rapidement sur un point que vous avez soulevé qui est intéressant, c'est que vous considérez que tous les seniors ne sont pas vulnérables. Or, parfois, le langage juridique n'a pas la même signification exactement que le langage commun. En réalité, selon les critères du Code pénal, l'âge est par nature un critère de vulnérabilité. Donc, dès lors que l'on se situe dans les critères fixés même par la loi, notamment pour permettre l'entrée en EHPAD à partir de 60 ans, 65 ans, dès lors qu'on a atteint cet âge-là, eh bien, on peut considérer que l'on a ce critère de vulnérabilité qui fait que c'est un critère de circonstance aggravante, par exemple, en cas d'infraction à une personne, à l'encontre d'une personne de cet âge-là, et étant précisé que toute infraction commise à l'égard d'une personne vulnérable, notamment liée à son âge ou à une maladie ou une déficience, eh bien, se voit beaucoup plus sanctionnée, beaucoup plus sévèrement. Et ça, c'est l'article L223-15-2 du Code pénal, mais il y a aussi le Code civil qui vient prévoir la situation de déséquilibre économique, et également le Code de la consommation qui vient prévoir des dispositions spécifiques lorsque le public est plus fragile ou plus faible que des grosses instances. Donc il y a vraiment un focus particulier pour tous les entrepreneurs de la salle ou les professionnels de bien connaître et maîtriser ce cadre-là, en tout cas de s'y intéresser, car il y a donc une responsabilité renforcée à l'égard des professionnels. Il y a également une spécificité qui est liée à cette structuration de ce marché, comme vous l'avez très bien rappelé depuis plusieurs années, qui fait que les acteurs et les actrices qui vont perdurer sur ce marché, ce seront ceux qui vont respecter
les valeurs et qui vont se fédérer autour de normes quelque part qu'ils vont s'auto-infliger, j'ai envie de dire, ou qu'ils vont choisir d'appliquer toutes et tous ensemble pour avoir un marché donc respectueux justement des droits et libertés, puisque nous avons des atteintes qui sont extrêmement faciles, liberticides comme vous l'avez dit, et il faut être extrêmement vigilant sur ces points de déviation. Donc pour certains disent no éthique, no business, Jérôme Pigné qui est un acteur de la Silver Eco, ou Nicolas Menet qui est à la tête d'un cluster justement de jeunes entreprises innovantes qui indique que le marché opérera une sélection naturelle. Et donc c'est important parce que toutes les personnes qui ne respecteront pas ces valeurs-là, eh bien, finiront soit par être écartées du marché ou ne pas être choisies tout simplement par les consommateurs. Alors, c'est la raison pour laquelle, à cette croisée des chemins d'innovation technologique, de révolution démographique et écologique. Effectivement, la filière Silver Economy nous a confié à Fabrice et moi un rapport pour réfléchir sur ces enjeux éthiques et juridiques et sur cette régularisation à adopter et à ce chemin sur lequel on nous demande de réfléchir. Car aujourd'hui, en fait, on a deux choix. Soit on choisit de suivre le chemin de certains pays, c'est-à-dire de faire un peu n'importe quoi, de l'économie sur le dos des personnes vulnérables, en faisant fi de leurs droits et libertés, notamment liberté d'aller et venir, avec une surveillance, avec des caméras partout, avec des captations de données personnelles pour les vendre ensuite à des grandes entreprises pour en faire un marché, etc. Ou alors, comme on est quand même en France avec ce statut un peu particulier de pays des droits de l'homme ou des droits de l'humanité, eh bien, on choisit d'aller plutôt dans la voie d'une économie respectueuse, bienveillante et qui va faire attention à justement avoir une éthique avec un business pour qu'il soit évidemment rentable, mais pas pas à n'importe quelle condition. Et le marché d'ailleurs s'accorde à dire, tout le monde est unanime sur ce sujet pour dire que, contrairement à une idée reçue, le fait de placer des règles, ou en tout cas de respecter un cadre législatif, un cadre juridique et un cadre éthique, ça ne va pas du tout plomber le business, il faut parler de manière très triviale. Au contraire, ça va permettre de créer une économie de la confiance, ça va permettre de fédérer, autour peut-être de labels ou d'éléments distinctifs qui vont permettre aux consommateurs et aux personnes plus ou moins âgées et aux familles d'aller se tourner vers ces entreprises ou ces acteurs qui vont respecter ces valeurs. Donc c'est au contraire un facteur de développement entrepreneurial et stratégique qui est une sorte de cercle vertueux, puisque si on s'engage dans cette voie-là, non seulement ça a un impact positif en termes de gestion des risques juridiques et éthiques, de contentieux et d'économie du marché, avec donc une attractivité plus grande, même pour les salariés. Donc c'est vraiment un cercle vertueux que nous proposons de suivre. Alors, dans notre rapport, donc effectivement, après avoir, je vous invite à le lire, il ne fait que 75 pages, il est très sympa, mais après avoir rappelé donc un peu tout ce contexte et ses valeurs, on a posé un cadre, on propose 5 valeurs qui constituent, selon nous, un socle de valeurs partagées, qui sont l'intégrité, la transparence, la participation, l'accessibilité universelle et la responsabilité. Je vais les développer rapidement. En commençant donc par l'intégrité, l'intégrité qui peut se retrouver à différents niveaux. C'est l'intégrité sur le plan scientifique et technique, industriel et commercial. Alors sur le plan scientifique et technique, nous proposons de suivre avec rigueur des méthodes d'évaluation des solutions qui sont proposées. Vous avez par exemple ici la CNAV qui intervient, qui finance, je crois, des solutions innovantes et qui choisit des solutions innovantes en fonction de leur utilité et de leurs bénéfices pour les personnes âgées. Sauf que jusqu'à présent, il y a énormément de Living Lab. Nous avons Autonome Lab qui est un excellent Living Lab à Limoges, que je connais bien parce que j'en suis issue. Mais pour l'instant, nous avons plusieurs acteurs un peu partout en France sans qu'il y ait une centralisation d'un lieu qui permette vraiment d'assurer un moyen de comparer l'ensemble des solutions qui existent à ce jour sur ce marché. Et donc,
nous pensons qu'il y a un impératif, et je vais y revenir avec la transparence, de mieux structurer ces méthodes d'évaluation, qu'elles soient sur le plan purement technique de faisabilité, d'efficacité, d'utilité, que sur le plan après d'acceptabilité par les personnes qui vont s'en saisir ou non. Parce que jusqu'à présent, il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi, de l'argent public, donc votre argent, notre argent, qui a été investi dans des solutions innovantes, apparemment très sympas pour pallier les déficiences, notamment physiques, mais ces solutions n'ont pas été pensées vraiment au quotidien pour être utilisées par les personnes, et donc elles ont été laissées de côté. Et c'est bien dommage, parce que c'est donc une perte financière, aussi un gâchis en termes environnementaux. Et donc aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire maintenant on va avoir une meilleure réflexion en amont pour intégrer tous ces paramètres et avoir vraiment une conception qui soit pensée en méthode, avec la méthode design thinking, de l'utilité, du coût, avec des comparaisons entre le coût de production, les bénéfices, etc., pour que ce soit vraiment bénéfique, un peu à la manière des médicaments. Quand on propose une autorisation de mise sur le marché, on va étudier l'évaluation de la solution. Dans quel cas elle est bénéfique, dans quel cas elle ne l'est pas, pour qui ça va être préconisé de préférence, dans quel cas il peut y avoir des contre-indications éventuellement, au lieu de vendre des solutions à tour de bras en disant c'est la bonne solution pour votre mère ou votre père âgé, sans avoir cette réflexion plus globale. Également, donc, dans cette réflexion, il faut intégrer les personnes, informer les personnes qui participent, bien sûr rechercher leur consentement, leur assentiment. C'est ce qu'on appelle l'éthique de la recherche, comme en matière de recherche-développement aussi pour les médicaments. Il faut également que les acteurs s'engagent à publier les résultats, y compris lorsqu'ils sont négatifs, ce qui n'est pas forcément le cas jusqu'à présent. Et puis renforcer les contrôles donc, de sécurité, que ce soit sécurité matérielle. Il faut penser à la dangerosité des produits. En matière médicale, on a eu parfois des surprises, et c'est malheureusement un peu classique, des produits qui sont sortis et puis qui en fait présentent une faille technique qui peut présenter un danger pour une personne, des brûlures, voire causer la mort. Et donc il faut vraiment s'assurer de la grande sécurité du matériel, choisir des partenaires économiques éventuellement de préférence en Europe, qui vont partager également ces mêmes valeurs, qui auront cette même volonté de garantir aussi les mêmes normes de sécurité, pour aller dans le même sens. Également, surveiller, avoir une vigilance particulière en termes de cybersécurité, vous l'avez évoqué aussi. C'est important de garantir la sécurité aussi des données immatérielles pour protéger les personnes. Sur le plan industriel et commercial, rapidement, il faut vraiment, je l'ai évoqué, analyser les besoins réels des personnes pour leur proposer les bonnes solutions à la bonne personne de manière très individualisée et non pas collective, avec cette réflexion générale. Ensuite, je vais faire un petit focus sur les pratiques commerciales, puisque ce que nous proposons, c'est vraiment une vision holistique et globale à 360 degrés, depuis la conception des produits et des services jusqu'à la fabrication, la commercialisation, puis finalement la destruction aussi et le recyclage. Et dans cet écosystème, il y a aussi l'éthique des relations d'affaires avec les partenaires et les clients et aussi les salariés. À cet égard-là, il y a un point qui pour nous est fondamental, qui est la tolérance zéro sur l'abus de faiblesse. Ça, c'est impossible parce que nous avons malheureusement eu des acteurs qui se sont engouffrés justement dans la voie peut-être du marché du grand âge un peu rapidement en proposant des solutions de manière très cavalière, voire en mettant la pression sur des personnes âgées un peu vulnérables. Donc ça a donné lieu à des cas malheureusement encore assez communs, que ce soit par démarchage téléphonique, démarchage à domicile, où les personnes se retrouvent avec des achats de plusieurs milliers d'euros parfois, alors qu'ils n'en ont absolument pas besoin des solutions, avec des conditions générales qui ne sont pas respectueuses des droits des consommateurs, et donc des violations de droits qui peuvent être très graves. Cela m'amène à la réflexion sur la qualité éthique des documents juridiques, les contrats, les conditions générales de vente, ou même pour les patients, les documents d'information. Il faut vraiment avoir cette conscience de l'accessibilité aux droits, au singulier et au pluriel, de la compréhension des droits des personnes, notamment des consommateurs,
en présentant des documents qui soient compréhensibles, qui soient peut-être rédigés d'une manière un petit peu simplifiée, mais réfléchie, évidemment respectueuse des droits et des lois, mais avec une écriture, par exemple en méthode FALC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la méthode qui a été créée par les personnes atteintes de handicap, ce qu'on appelle facile à lire et à comprendre. Il y a des règles et des normes qui sont fixées et qui permettent au plus grand nombre d'avoir accès aux informations et de les comprendre. Et ça, c'est extrêmement important. Au Canada, c'est ce qu'on appelle le legal design, ça vient un petit peu en France. Moi, j'y suis très attachée et je trouve que travailler ces contrats ou ces documents commerciaux, même publicitaires, avec cette écriture-là, pensée pour la compréhension, ça crée la confiance. Et puis, encore une fois, ça permet aussi de limiter les contentieux, ce qui n'est pas négligeable. J'ai envie de vous donner 2 exemples récents, rapidement, mais qui ont été des cas qui m'ont été soumis depuis 1 mois à la suite de la restitution du rapport. Le premier, c'est les conséquences finalement en cas d'absence d'intégrité entre partenaires économiques. Donc, quelle que soit entreprise ou association, des structures, partenaires professionnels. En l'espèce, c'était un dirigeant qui vient me voir en me disant voilà, j'ai développé une expertise particulière dans tel secteur, du coup, je fais des formations dans les entreprises. Parce que je ne peux pas être omniscient et partout, j'ai confié mes supports, mes documents à des personnes qui font les formations pour moi, en mon nom, dans le cadre de ma structure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, comme ça arrive malheureusement parfois, il y a une personne qui s'est dit, tiens, la bonne affaire, je vais disposer d'un support qui est parfaitement travaillé, je vais le vendre moi-même, je vais aller démarcher d'autres personnes. Et donc, il y a un des prestataires qui a formé plusieurs entreprises avec ce support, en évidemment ne disant rien à son partenaire initial, et donc entraînant, dans le cadre de la déloyauté, en fait, un vol d'informations, une absence de respect de la propriété intellectuelle, et évidemment avec une mauvaise foi absolue. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, finalement, alors, la structure n'avait pas anticiper ce risque-là, mais qui est classique. Donc, elle n'avait pas de lien contractuel sur lequel elle peut s'appuyer. Donc, on a travaillé ce point-là maintenant pour anticiper pour les prochains avec cette fenêtre de respect des valeurs partagées et de l'éthique. Du coup, je lui ai fait ce contrat avec un document spécifique sur le respect des valeurs et la loyauté que l'on contractualise avec un langage tout à fait poli et courtois, mais néanmoins ferme en cas de manquement à ces obligations qui sont essentielles entre deux prestataires, notamment sur ce secteur de la silver economy qui, par nature, on vous l'a dit dès le départ, se doit d'être bienveillant et respectueux. La conséquence pour celui ou celle qui s'est amusé à être tenté par ce profit immédiat, eh bien, c'est qu'évidemment, il y a une cessation des relations contractuelles et puis une exclusion du réseau. Pour elle, c'est terminé. Le réseau de la silver economy, c'est fini. Elle a joué, elle s'est brûlée, eh bien, elle a été punie. Ça, c'est un premier exemple très concret. Le deuxième, c'est un autre cas dont je me suis rendu compte. Alors là, c'est avec un opérateur téléphonique très puissant qui, je me suis rendu compte, a une relation client absolument déplorable. On l'avait mis dans notre rapport, on avait dit cette petite phrase, il n'y a pas de... Lorsqu'une problématique, il y a une problématique humaine, doit appeler une réponse humaine. Or là, en l'espèce, mais très rapidement, il y a, en cas de retard de paiement d'une facture de 35 €, au bout d'un mois, le service de téléphonie mobile a fait sauter la ligne et donc a coupé la ligne. Qu'est-ce qui se passe dans les conditions générales écrites en police 9, donc en minuscule? Il est indiqué qu'en cas de réclamation, il faut appeler un numéro. Donc qu'est-ce qu'on fait pour appeler un numéro quand notre ligne est coupée? Déjà, ça paraît pas très cohérent. Ensuite, on apprend qu'il peut y avoir éventuellement une possibilité d'échelonnement, mais à partir de 40 €, ce qui fait qu'en fait, la clause n'est pas applicable, puisque à partir de 35 €, qui est le montant de l'abonnement initial, la ligne est coupée direct, donc cette possibilité d'atteindre 40 € n'est pas possible. Ensuite, il y a des conditions générales au gros qui sont extrêmement déséquilibrées puisque l'opérateur téléphonique a toute puissance pour couper la ligne s'il le souhaite. En revanche, voilà, le petit simple citoyen, quel que soit son âge, doit bien payer en temps et en heure, sinon il voit son service éventuellement suspendu. Et là, on voit quoi? Une intransigeance du système. On voit aussi des conseillers téléphoniques qui, les pauvres, sont totalement démunis de pouvoir, puisqu'en fait c'est une machine qui décide au bout d'un mois, c'est pas payé, je suspends la ligne, et donc on a un algorithme qui vient de manière déshumanisée donner une réponse à une problématique qui peut être totalement
explicable, ça peut être lié à une maladie ou quelque chose, une difficulté personnelle, ça aurait très bien pu être rattrapé. Moi, j'ai plaidé 50 fois devant les tribunaux des retards de paiement ou des mensualités sur lesquelles, devant un juge, on va demander un échelonnement des paiements. Là, c'est même pas possible. Et donc, à mon sens, ça c'est un dossier qui est en cours, il y a un abus de faiblesse économique qui, à mon sens, est d'autant plus grave que c'est un acteur qui se prévaut d'être sur le marché de la cyberéconomie et qui donc dit être respectueux des personnes. Or, très clairement, si on a plus de 70 ans, c'est absolument impossible de se sortir de ce système-là. Donc, la solution, eh bien, à mon sens, c'est de changer la politique relation client en urgence, au risque de se faire épingler par la Direction générale de contrôle des fraudes, d'avoir une amende sur le plan de l'absence de respect des droits de la consommation, d'avoir pourquoi pas son nom épinglé dans la presse d'informations spécifiques, et puis de perdre des clients tout simplement, et voire d'engager sa responsabilité sur le plan aussi civil et des tribunaux. Donc voilà quelques exemples très concrets. C'est pareil, si jamais ça sort, parce que je ne voudrais pas qui c'est, je suis soumise au secret, mais je pense que c'est un peu la fin de cet opérateur, ou de cet acteur qui il n'a peut-être pas identifié, ne s'est pas rendu compte que là, il y a un sujet. Donc, ça revient sur le sujet de la confiance et de la transparence. Je ne vais pas être trop long, mais on en a parlé. Nous pensons qu'il est opportun de créer un centre de preuves qui permette d'avoir vraiment une meilleure vision de tous les produits qui existent. Ça va être une aide pour les investisseurs et les décideurs pour permettre de choisir des bonnes solutions, et puis aussi une aide au choix pour les individus afin de pouvoir être décideurs de ses propres solutions. Nous suggérons néanmoins que la gouvernance soit une personne morale de droit public pour garantir une indépendance absolue, une intégrité, une impartialité, pour pas qu'il y ait d'éventuelles influences d'opérateurs qui voudraient privilégier certaines solutions que d'autres. Ensuite, il y a aussi, donc je l'ai aussi évoqué, je vais aller très vite, sur la participation active des intéressés. Nous pensons qu'il est très important vraiment d'avoir cette logique de projet. Si vous créez une entreprise, si vous êtes professionnel, et même si vous avez fait 10 ans d'études, vous verrez que le fait de côtoyer des personnes âgées dans un groupe, de travailler les produits avec eux dès la phase de recherche et développement, et bien ça sera extrêmement utile pour permettre de sortir une solution qui soit vraiment adaptée à leurs besoins. Donc il y a vraiment cette nécessité de participer, de faire participer les personnes âgées. On reprend la phrase « rien pour nous sans nous », c'est une phrase que le monde du handicap prône, mais qui est tout à fait juste. Ça ne sert à rien de sortir des solutions qui ne soient pas adaptées aux personnes. Oui, je prends l'exemple du tribunal judiciaire, qui est quand même la dernière prouesse aussi, qui a été construite à Paris. Vous voyez ce grand bâtiment magnifique dont tout le monde parle, qui est la grande prouesse de Renzo Piano. Sauf que ça n'a pas été pensé pour des personnes déficientes visuelles. Donc il n'y a pas de braille, il y a un confrère qui ne pouvait pas rentrer avec son chien d'aveugle. Il y a même des portes coulissantes qui ne permettent pas de faire passer des fauteuils roulants, ce qui est quand même assez dramatique, tant pour les justiciables que pour les avocats. Voilà, alors pour un bâtiment flambant neuf, vous voyez, même encore maintenant, il y a des progrès à faire pour certaines constructions toutes modernes. Donc, ensuite, il y a la participation de la famille, des proches et puis des professionnels, évidemment. Donc, depuis la conception jusqu'à la mise sur le marché, et pourquoi pas aussi après, pour s'assurer toujours que ce produit est bien adapté et utile pour les personnes. Deux derniers points pour terminer, mais très important. Nous pensons qu'il est très important de démocratiser l'accès aux technologies et garantir l'accessibilité universelle des technologies de la vie courante. Pourquoi ? Il y a encore aujourd'hui, vous l'avez dit, des discriminations quelque part, des différences de traitement entre des personnes en fonction de leur situation sur les territoires ou en fonction de leurs ressources financières. Et nous pensons que si on veut une politique sociale vraiment qui soit juste et solidaire, ces discriminations, ces écarts d'accès et ces différences d'accès à la technologie d'aide n'est pas normal. Donc, il faudrait qu'un service public plus coordonné soit créé, qui puisse porter aussi la garantie d'une meilleure accessibilité aux aides technologiques qui pour l'instant sont soumises surtout à des opérateurs privés. Enfin, c'est assez complexe d'y avoir accès, alors que là nous pourrions envisager un service de location par exemple, avec une révision régulière pour permettre encore une fois une meilleure accessibilité aux personnes adaptées à leur évolution de leur état de santé.
Ensuite, il faut aussi s'adapter aux déficiences et handicaps visuels qui sont partagés par de très très nombreuses personnes et permettre aux personnes qui avancent en âge de continuer à utiliser les technologies du quotidien. Vous parlez du frigo, mais toutes les technologies du quotidien doivent s'adapter en réalité à l'état d'évolution de la personne. Et ce n'est pas aux personnes de s'adapter à elles. Ensuite, point important, c'est l'attitude de responsabilité. Puisque nous sommes sur un secteur où nous avons des personnes vulnérables, eh bien nous pensons que chaque acteur et actrice doit avoir une responsabilité accrue. En plus, cela répond à une évolution des attentes des consommateurs qui sont très sensibles aux actions des entreprises. La loi aussi, de toute façon, vous donne l'obligation de veiller à avoir une attitude responsable sur le plan social et environnemental. C'est une réforme de mai 2019 qui est assez historique puisque c'est la première fois que le Code civil donne une orientation aux acteurs pour les inciter, les obliger à prendre en compte les grands enjeux sociaux et sociétaux dans le cadre de la gestion de leur activité. Et donc, nous suggérons de développer ce qu'on appelle un réflexe éthique et sécurité juridique by design, c'est-à-dire vraiment de penser les activités avec ces réflexions dès le départ et non pas après, comme c'est souvent le cas, où les entrepreneurs, les entreprises pensent aux premiers réflexes que sont les statuts et la marque, mais ne pensent pas à intégrer, à anticiper les éventuels risques juridiques et éthiques dès le départ. Voilà, pour terminer, nous avons proposé de construire ce qu'on appelait des Silver Rules pour fédérer une filière autour d'une charte éthique commune qui reste à construire et d'inviter évidemment tout le monde à s'y référer. Donc, dans le cadre d'une démarche éthique et de conformité. Voilà. Merci.